Bonjour Caroline, je suis Marie-Claude Martini, j'habite à l'île de la Réunion. J'ai mon petit-fils autiste qui s'appelle Gabriel, qui a 8 ans. Et donc, suite au diagnostic qu'on a eu, ma fille Maïva a continué à prospecter pour voir comment ça se passe, comment on a essayé de faire des recherches, comprendre l'autisme qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on est tombé dedans et puis on s'est retrouvé vraiment perdu. On savait pas quoi faire, comment faire et tout. Mais à force de recherche, à force de contacter d'autres gens qui sont dans la même situation que nous, on a fini par avoir la tête hors de l'eau. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, les choses se mettent en place tranquillement. Et on s'est rendu compte finalement que l'autisme est, comment dirais-je, c'est génétique. Ça vient de la famille. Donc, à force de chercher, on a fini par trouver. Gabriel a fait un premier test génétique. Je sais plus trop comment ça s'appelle, là, le GHUA, je sais pas trop le nom. J'arrive pas trop à dire le mot. Ça n'a rien donné. Mais suite au deuxième test, on a fait le génome. On a vu que son autisme provenait d'un gène KLF13. D'accord. Et c'est la variante de ce gène qui génère chez lui ces troubles autistiques. D'accord. On a fait des recherches pour la famille. Maëva, elle a fait le test. Elle aussi, elle s'est rendue compte qu'elle avait le même gène. Mon mari l'a fait, il a aussi le gène. Moi, je ne l'ai pas. Mon fils l'a fait, donc on attend le résultat. Donc pour nous, ça nous met sur une piste et ça nous permettra de mieux comprendre d'où viennent ces troubles autistiques. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que l'autisme est multifactoriel. Ça peut être génétique, mais pas que. Oui. Voilà. Donc, je vais laisser Sarah se présenter maintenant. Moi? Ok. Oui, toi. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Sarah. Moi, je m'appelle Sarah. Je suis portugaise, donc on voit peut-être un peu dans mon accent. Et pourquoi je suis là? J'en avais discuté, je crois, avec vous, hein, c'est ça, sur ma fille qui va avoir 20 ans. Et petite, je ne voyais pas vraiment énormément de choses flagrantes, à part peut-être quand je la laissée en maternelle au Portugal, qu'elle pleurait, qu'elle voulait que je la garde. Mais pour moi, c'est que ça ne se passait pas bien. Pas forcément qu'elle avait un problème. Puis après, on a déménagé ici en France et ça a été peut-être aussi un peu compliqué, le changement et tout. Et je l'ai mise en moyenne section. Elle est passée en moyenne section directe. Quand je l'ai mise en moyenne section, elle se mettait à quatre pattes, elle faisait le chien et tout. On me disait, oh, mais elle ne parle que portugais. Là, c'était normal, on était depuis peu de temps. Mais elle commençait à comprendre. Et voilà, elle a fait sa scolarité normalement. Le seul souci, c'est qu'on me disait à chaque fois, dans tout son parcours, les professeurs, quand j'allais le voir, ils me disaient, elle parle pas. Je me disais, bon, ça a été le déménagement et puis la séparation avec son père. Je me disais aussi qu'il y avait une copine avec qui elle était et qu'après, la copine avait changé de classe et qu'elle s'est vue toute seule. Je t'arrête, Sarah, parce qu'on va pas pouvoir résumer 20 ans. Ah ouais, tu comprends? Bon, c'est une présentation rapide. Pour résumer, oui. Ouais. Pour résumer. Voilà. En tout cas, quand on était en troisième, il y avait un professeur qui me disait d'aller voir un professionnel. Lui, il avait un enfant autiste et puis d'autres gens me disaient qu'il y avait quelque chose de même bizarre. Moi, j'ai commencé à observer. Et maintenant, elle avait commencé à avoir un psy. Voilà, une consultation. On n'est pas parti à la deuxième parce qu'elle a beaucoup trop de choses à faire. Donc, ça va être un processus pour savoir finalement. Et donc, je suis là pour vous écouter les unes les autres et savoir vraiment si je retrouve un peu ma fille là-dedans. D'accord. Alors, voilà. Sabria, qui elle est au travail et ne peut que écrire et écouter, m'a envoyé un petit message pour me dire que son fils s'appelle Jawad. Il est âgé de 7 ans. Il présente beaucoup de problèmes, notamment sensoriels, qui ne sont pas réglés jusqu'à présent et il ne parle pas encore.
Merci Sabria pour ces précisions. Et Oumou Diallo, qui vient de nous rejoindre, va pouvoir se présenter brièvement avant que nous commencions. Ok, bonjour, moi c'est Oumou. Je vis à Birmingham, à Londres. J'ai un enfant de 6 ans. Il parle maintenant, pas beaucoup, mais il parle. Tout ce qu'il a besoin, il parle. Avant, il mangeait tout, mais maintenant, il a commencé à sélectionner les trucs, les fruits, le manger. Avant, je n'avais aucun problème avec lui. Par rapport à son comportement, ça va beaucoup mieux. Il est totalement propre. Super. Super. Alors, merci à vous toutes d'être présentes. On va commencer maintenant. Je vais vous exposer un petit peu cette conférence. Vous pourrez poser et écrire vos questions sur le chat. À la fin, on pourra faire un question-réponse. Je suis vraiment, vraiment en joie de faire ce live avec vous. Alors, accrochez-vous parce que ça va être du gros lourd. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe diplômée et coach spécialisée dans l'accompagnement des familles ayant des enfants autistes. Depuis 2016, j'ai eu l'honneur d'accompagner plus d'une centaine de familles et chaque jour me confirme à quel point l'alimentation peut faire la différence. Mon parcours avec mon fils diagnostiqué autiste pendant son enfance a été le moteur de mon engagement dans ce domaine. Et comme beaucoup de parents, j'ai passé des années à chercher des solutions. Et aujourd'hui, je suis ici pour témoigner et partager avec vous ce que j'ai appris et notamment souligner l'importance cruciale de l'alimentation dans l'accompagnement des enfants autistes. Et comme beaucoup de parents, j'ai vécu des périodes de lutte intense à la recherche de solutions pour mon enfant. Malgré une prise en charge médicale complète, pédopsychiatre, éducateur spécialisé, psychomotricien, il se débattait avec de graves problèmes. Il était violent, dépressif, suicidaire, il manquait d'énergie, tout en souffrant de troubles du sommeil et d'alimentation, ce qui compliquait énormément notre quotidien. Et cette période de ma vie a été marquée par un sentiment de responsabilité et de culpabilité qui me laissait souvent me demander si j'étais une mauvaise mère alors que je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider. À la maison et à l'école, mon fils souffrait énormément. Les crises de violence étaient fréquentes et notre quotidien était tout le temps sous tension. Et je me posais tout le temps cette question, mais pourquoi mon enfant est-il comme ça ? J'ai exploré toutes les thérapies qui m'ont été proposées, sans succès. En quête de solutions, je me suis tournée vers les médecines parallèles, mais là encore, les résultats se faisaient attendre. Et j'ai même tenté le désenvoûtement, désespéré de trouver un remède à ces souffrances. Les livres et les articles que je lisais ne faisaient qu'ajouter à ma frustration parce que je me disais comment appliquer les conseils lorsque mon fils ne supportait aucun changement, parce qu'il avait une très très forte rigidité. Malgré toutes mes tentatives, je me trouvais à recevoir des coups lors de la moindre frustration. Les repas, eux aussi, étaient une source de tension constante. Et puis les années passaient, mais je n'arrivais toujours pas à trouver de solution durable. Et puis au plus bas, j'ai découvert des formations en ligne dont la plupart venaient des États-Unis. Et ce sont ces enseignements qui ont radicalement transformé nos vies. Mon fils a fait un véritable bond en avant. Alors quand je dis un bond, c'est un énorme bond. En quelques jours, en passant d'un enfant en détresse à un jeune homme responsable et serein. En sortant de la sélectivité alimentaire, en prenant une alimentation adaptée, j'ai observé un changement de comportement chez lui qui a été impressionnant. Et même mon entourage n'en revenait pas de voir à quel point il était devenu calme et bien dans sa peau. Donc il a 30 ans maintenant, il est complètement autonome, il vit épanoui, il se gère entièrement, il a son permis de conduire, il a une vie sociale et des amis, et même il a eu des petites chéries. Sans le savoir, j'avais développé une méthode qui nous a permis de passer du chaos à un quotidien apaisé. Et alors, j'ai commencé à accompagner d'autres parents et les résultats ont été tout aussi incroyables. Avec mon expertise professionnelle, couplée de mon expérience de maman,
J'ai créé donc plusieurs programmes sur des sujets tels que comment sortir de la sélectivité alimentaire, comment en finir avec les comportements problématiques, la gestion du stress, les difficultés liées à des étapes importantes, comme la propreté ou le sommeil. Maintenant, parlons un peu plus en détail de l'alimentation, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Saviez-vous qu'une alimentation riche en sucre, en additifs et en graisses saturées peut avoir un impact tellement négatif sur le comportement et la santé des enfants? Ce qui est encore plus vrai chez les autistes, car ils ont souvent une sensibilité intestinale bien plus importante que les autres. De nombreux enfants présentent une sélectivité alimentaire qui les pousse à privilégier des aliments transformés, souvent pauvres en nutriments essentiels. Des choix alimentaires comme les pâtes, des chips, des frites, des gâteaux sont très attirants en raison de leur goût sucré et salé. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux qui se met en place. Plus les enfants consomment des aliments transformés, moins ils mangent sainement et plus leur comportement et leur santé se détériorent. C'est ce qui rend l'introduction d'une alimentation équilibrée encore plus difficile. Les alimentations riches en sucre et en graisse peuvent provoquer des pics d'énergie suivis de chutes soudaines, ce qui va entraîner des fluctuations d'humeur et une irritabilité accrue. Ça peut vraiment compliquer les interactions sociales et surtout, ça aggrave les difficultés de communication. Un point particulièrement important chez les autistes, mais ce n'est pas tout. Cette alimentation déséquilibrée impacte directement leur comportement. Les enfants qui mangent régulièrement ces aliments transformés peuvent devenir plus irritables, manquer d'énergie ou au contraire, être hyperactifs. Et comme si ça ne suffisait pas, ça va aussi perturber leur sommeil. Les troubles du sommeil sont souvent liés à une alimentation déséquilibrée qui perturbe leur rythme biologique et leur capacité à se détendre. Les résultats, ça va donner des nuits agitées, des réveils fréquents et une fatigue accumulée qui aggrave leurs difficultés au quotidien. Plus tard, un petit peu plus tard, je vais vous expliquer en quoi le sommeil et l'alimentation sont étroitement liés. Mais les effets d'une mauvaise alimentation ne s'arrêtent pas là, malheureusement. Les enfants qui consomment du sucre transformé, des aliments transformés, qui peuvent avoir des difficultés à se concentrer. Cette incapacité à se focaliser peut nuire à leur apprentissage et à leur développement social. Et ça, c'est une dimension très importante, surtout quand on parle d'enfants autistes, car ça peut compliquer l'intégration à l'école et les interactions avec les autres. Les crises fréquentes, qui peuvent être un véritable défi au quotidien, sont souvent liées à une incapacité à gérer la frustration. Et bien souvent, cette difficulté est exacerbée par des fluctuations de la glycémie et des carences nutritionnelles. Le corps et le cerveau de l'enfant sont en quelque sorte en mode survie, ce qui rend la gestion des émotions beaucoup plus compliquée. Et ce tableau crée un tableau assez inquiétant où l'alimentation joue un rôle central dans le bien-être de l'enfant et le lien entre ce qu'ils mangent et leur comportement est indéniable et c'est un facteur crucial à prendre en compte pour améliorer leur qualité de vie. En fin de compte, il est crucial de comprendre que l'alimentation ne se résume pas simplement à un aspect physique, parce qu'elle a un impact direct sur le comportement, sur l'humeur et la qualité de vie des enfants. Et c'est encore plus vrai chez les autistes. L'alimentation joue un rôle central dans le bien-être général et pour inverser cette tendance, il est essentiel d'intégrer des aliments sains et nutritifs dans leur quotidien. Mais bien sûr, il faut aussi tenir compte de leurs préférences et de leur sensibilité, ça va de soi. Ça peut sembler un défi de prime abord, mais croyez-moi, chaque petit pas vers une alimentation plus équilibrée peut avoir un impact vraiment significatif sur leur développement et leur bien-être.
Avant de changer d'alimentation de mon enfant, j'ai décidé d'en faire l'expérience moi-même. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'avais 7 ans, j'ai été gravement malade. J'ai contracté une hépatite sévère et après une hémorragie très très importante, j'ai dû être hospitalisée pendant 3 longs mois. C'est un moment très difficile de ma vie. Et j'ai dû être alitée pendant 1 an. En grandissant, ma santé a continué à me jouer des tours. J'ai souffert de scoliose, de lordose, des problèmes qui m'ont suivi pendant des années. Et chaque année, je tombais malade. J'avais plusieurs angines, des rhumes à répétition, sans parler de la grippe qui revenait chaque hiver. Les migraines étaient devenues mensuelles. Et ça ne s'arrêtait pas là. J'étais également sujette à des infections urinaires également chaque mois. Et je devais prendre des antibiotiques de plus en plus forts chaque mois. Et je souffrais mais énormément. C'était sans oublier les problèmes cutanés que j'avais. De l'eczéma, du psoriasis, qui s'ajoutaient déjà à cette liste bien trop longue de soucis de santé. Je vivais un cercle vicieux où ma santé était toujours en déclin. Le changement d'alimentation a été une véritable révélation pour moi. Mon corps a commencé à se guérir petit à petit et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, j'ai plus rien. Et mon histoire est un exemple de ce qu'une alimentation saine et adaptée peut faire pour le corps et l'esprit. Et si j'ai pu transformer ma santé grâce à des choix alimentaires plus conscients, si mon fils a pu faire des bonds de géant tellement bien que par moments je ne vois, mais alors plus du tout son autisme, alors je suis vraiment convaincue que la même chose est possible pour vos enfants. C'est pour ça que j'ai voulu partager cette expérience avec vous, pour vous montrer que le changement est possible et qu'il peut réellement transformer des vies. Alors, au fil de mes recherches, j'ai fait des découvertes aussi passionnantes que troublantes, en particulier concernant l'alimentation et son impact chez les autistes. Depuis quelques années, on constate une augmentation d'enfants hyperactifs, de problématiques de concentration, de dys, de multidys, dyspraxiques, dyslexiques et autres. Et au cours de ces dernières décennies, l'augmentation des troubles neurocomportementaux chez les enfants semble étroitement liée au changement de l'alimentation et des habitudes de vie. Alors aujourd'hui, je veux vous partager avec vous des tendances inquiétantes qui révèlent l'impact profond de notre alimentation sur la santé des enfants, et notamment sur les enfants autistes, bien sûr, qui rencontrent des troubles du comportement. Alors le TDAH, en l'an 2000, la prévalence mondiale était autour de 5%. Aujourd'hui, en 2025, c'est-à-dire en moins de 25 ans, elle atteint 10% aux États-Unis. Concernant les carences nutritionnelles, dans les années 80, les carences en nutriments essentiels comme les oméga 3, le fer, le zinc, le magnésium étaient relativement faibles en raison de régimes plus naturels. Aujourd'hui, il faut savoir que 60% des enfants dans les pays développés manquent d'un ou plusieurs de ces nutriments, un chiffre qui grimpe avec la baisse de la consommation de fruits et de légumes depuis les années 2000. Ça a des répercussions directes sur leur comportement et sur leur développement. Ensuite, il y a la sensibilité au gluten et à la caséine que je vais développer un petit peu plus tard, mais là, c'est simplement pour vous dire que le nombre d'enfants concernés par ces sensibilités a explosé. En l'année 1990, on estimait qu'un enfant sur 500 était touché. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 100. Et c'est directement lié aux modifications agricoles, aux additifs alimentaires. Les symptômes comportementaux, notamment chez les autistes, ont augmenté de 50% en 3 décennies. Concernant le sucre raffiné, dans les années 70, la consommation chez les enfants était de 30 à 40 grammes par jour. Maintenant, elle atteint 80 grammes, soit une augmentation de 100%.
Et cette hausse de consommation du sucre est liée à l'augmentation des troubles de l'attention, de l'hyperactivité et de l'agitation des enfants. Il y a aussi le microbiote intestinal, qui est aujourd'hui beaucoup moins diversifié qu'il ne l'était dans les années 80. Et c'est dû à l'augmentation des aliments transformés, à une alimentation moins variée. Une diversité microbienne réduite a été associée à une augmentation de 30 à 50% des troubles anxieux et comportementaux chez les enfants. Quand je vous dis que c'est du lourd, c'est pas fini ce que je vais vous partager. Cette analyse montre que plus les régimes alimentaires des enfants évoluent vers des aliments transformés, plus on observe une augmentation des troubles du comportement et des difficultés psychologiques. Ça prouve qu'une alimentation équilibrée, pleine de bons nutriments, joue un rôle essentiel dans le bien-être mental et comportemental des enfants. Alors j'ai découvert aussi, par exemple, que notre système agroalimentaire n'est pas garant de notre santé. Les produits alimentaires qui sont souvent valorisés dans les publicités, à la télévision, comme les pubs même sur Internet, comme les aliments transformés, sont en réalité toxiques pour notre organisme. J'ai appris que beaucoup de ces aliments ne nourrissent pas réellement nos cellules. Ils procurent une sensation de satiété, mais n'apportent pas les nutriments nécessaires à notre bien-être. Ce que nous consommons influence notre énergie, notre humeur et notre santé. C'est d'autant plus vrai chez les autistes. Le lien entre alimentation et comportement est particulièrement frappant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même observé chez mon fils, ainsi que les familles que j'ai accompagnées. L'alimentation joue un rôle crucial dans le comportement de tous les enfants et les résultats peuvent être assez impressionnants. Maintenant, je vais vous parler de deux phénomènes. Et le deuxième, j'en suis sûre, vous n'en aurez jamais entendu parler. Le premier phénomène révèle que les études ont montré que des protéines comme le gluten et la caséine peuvent nuire aux enfants et c'est encore plus pertinent chez les autistes. Ces protéines, puisque le gluten et la caséine sont des protéines, peuvent agir comme des drogues, amplifiant les crises et les comportements répétitifs. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Lorsque les enfants consomment des aliments contenant du gluten, c'est-à-dire la protéine du blé, ou de la caséine qui est la protéine du lait, et de tous les produits dérivés, leur corps n'arrive pas toujours à bien les digérer. Ça peut venir de sensibilité alimentaire, de problèmes dans la flore intestinale ou d'une porosité intestinale plus importante. Les enfants autistes ont souvent des soucis digestifs. Du coup, le gluten et la caséine ne sont pas bien décomposés et se transforment en petits morceaux appelés peptides. Ces peptides, au lieu d'être éliminés, vont traverser la paroi intestinale devenue trop perméable à cause d'inflammation. C'est ce qu'on appelle la porosité intestinale ou l'hyperperméabilité intestinale. Une fois dans le sang, ces peptides peuvent aller se diriger vers le cerveau et affecter le comportement. Ces peptides donc peuvent influencer le cerveau de plusieurs façons. En fait, ces peptides se lient à des récepteurs dans le cerveau un peu comme des opioïdes, c'est-à-dire comme des drogues. Ça peut affecter l'humeur, le comportement et d'autres fonctions neurologiques. Ce genre d'activité cérébrale peut provoquer des comportements comme de l'anxiété, de l'agitation, des crises ou des comportements répétitifs. C'est particulièrement préoccupant chez les enfants qui ont déjà des troubles neurologiques ou des difficultés comportementales. En plus, la présence de ces peptides dans le corps peut aggraver les inflammations et augmenter la sensibilité, ce qui rend les problèmes de santé et de comportement encore plus difficiles. Les enfants peuvent alors ressentir plus d'anxiété à cause des réactions chimiques. Il existe des solutions pour remplacer les produits à base de gluten et de lait, tout en gardant un goût agréable et une texture savoureuse.
Alors, par exemple, pour remplacer les laits de vache, par exemple, vous pouvez opter pour des laits végétaux faits maison, comme le lait d'amande, le lait de coco ou de noisette ou autre. Ces laits nécessitent 2 minutes de préparation. Et ils sont parfaits pour les smoothies ou même des recettes de pâtisserie. Pour les crèmes dessert, par exemple, il existe des recettes à base de lait de coco ou d'amande qui sont tout aussi crémeuses et savoureuses que des crèmes traditionnelles. Et quand il s'agit de préparer des gâteaux ou des pâtisseries, remplacez la farine de blé par des farines comme la farine de coco ou de sarrasin. Ça permet de créer des textures parfaites sans compromettre le goût. Et pour les tartines, faites les pâtes à tartiner vous-même, sans gluten. Et si vous aimez les crêpes, faites-les au sarrasin. Ces alternatives sont tout aussi appétissantes et permettent de varier les repas, tout en respectant les besoins spécifiques des enfants. Alors maintenant, je vais vous expliquer le deuxième phénomène super intéressant qui a émergé récemment. Avant, on croyait que la communication entre l'intestin et le cerveau passait uniquement par des nerfs et des neurones. Mais des études récentes montrent qu'il existe un lien direct entre l'intestin et le cerveau. Et ce lien passe par le sang, donc indépendamment des neurones. Dans les intestins, il faut savoir qu'il y a la famille des biotiques, composée entre autres de prébiotiques, qui sont les fibres, qui aident à la digestion, les probiotiques, les bonnes bactéries qui vont aider aussi au système immunitaire, et les psychobiotiques. Et ce sont les psychobiotiques qui vont agir sur le cerveau. Et devinez quoi? Les psychobiotiques sont fabriqués principalement à base de fruits et de légumes. Le problème, c'est que si la flore intestinale est déséquilibrée, ça peut vraiment affecter le cerveau. Ces molécules qui aident à produire la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et du cortisol, qui est l'hormone du stress, sont transportées directement des intestins vers le cerveau. Donc, si l'alimentation est mauvaise, la flore intestinale se déséquilibre, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur l'humeur, la gestion du stress et le bien-être en général. Une alimentation qui est pauvre en fibres et bonne en bactéries peut augmenter la production de cortisone, qui est l'hormone du stress, tout en réduisant la production de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et c'est un vrai cercle vicieux. Et vous savez quoi? La sérotonine, qui est super importante pour réguler l'humeur, l'anxiété et le bien-être en général, eh bien, elle est fabriquée à 95% dans les intestins. Et il y a aussi un autre aspect à prendre en compte. Certains enfants, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, quand je vous parlais du lien entre l'alimentation et le sommeil, c'est que certains enfants prennent de la mélatonine pour les aider à dormir. Or, la mélatonine, eh bien en fait, elle est fabriquée à partir de la sérotonine. Et quand il fait nuit, une partie de la sérotonine se transforme en mélatonine pour que l'enfant puisse dormir. Donc oui, l'alimentation influence non seulement le comportement, mais aussi le sommeil. Ce lien entre l'intestin et le bien-être émotionnel est vraiment puissant. Quand l'intestin n'est pas en bonne santé, ça se ressent dans le système nerveux central et ça peut créer du stress, des troubles de l'humeur, voire de l'anxiété chronique. Donc, en adoptant une alimentation riche en fibres et en nutriments qui favorisent un microbiote équilibré, on peut vraiment influencer la santé mentale de manière positive. D'ailleurs, le docteur Bérébi, qui est un gastro-entérologue, le dit très clairement, le patron, c'est pas le cerveau, mais c'est bien les intestins. Une alimentation saine, adaptée avec des fibres, des prébiotiques, des probiotiques, des psychobiotiques,
permet de restaurer l'équilibre du microbiote intestinal. Ça améliore non seulement le bien-être physique, mais aussi l'équilibre émotionnel. Ces découvertes scientifiques soulignent à quel point il est essentiel de bien nourrir notre intestin, car cela soutient notre digestion, notre cerveau et notre bien-être psychologique. Et pour les enfants, ce qui est encore plus vrai chez les autistes, ces changements alimentaires peuvent vraiment transformer leur quotidien. Donc, pour bien se nourrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à une alimentation plus naturelle, comme celle de nos ancêtres. À l'époque, les repas étaient simples, faits à partir d'ingrédients non transformés. Pas d'additifs, pas de conservateurs, ni de colorants industriels ou de sucre ajouté, comme on en trouve aujourd'hui partout dans les produits industriels. Les aliments étaient cultivés de manière plus respectueuse de l'environnement et de la santé, en évitant les gâteaux et les produits transformés pleins de sucre raffiné et d'ingrédients chimiques. On pouvait garder un meilleur équilibre nutritionnel. Les fruits, les crudités, les légumes occupaient une place centrale dans leur alimentation, car ils sont riches en fibres, vitamines et minéraux essentiels pour le bon fonctionnement du corps et de l'équilibre mental. Ce régime privilégiait des produits bruts, locaux, sains, permettant de rester en bonne santé, sans les effets négatifs des produits ultra transformés, notamment sur le comportement et l'énergie des enfants. Alors, en revenant à ce type d'alimentation, c'est obligé, la santé de l'enfant, elle s'améliore. Mais quand je dis la santé, c'est la santé physique, mais la santé mentale également. Commencez à introduire des crudités, des légumes à chaque repas. Remplacez les gâteaux du goûter par des fruits. Apprenez à lire les étiquettes et choisissez des produits sans additifs. Tous les noms que vous ne comprenez pas sur les étiquettes ne sont pas faits pour être dans votre corps. Bannissez les sucres blancs. Remplacez-les par des alternatives beaucoup plus naturelles, comme le miel par exemple. Alors, changer d'alimentation peut sembler difficile au début. Mais c'est comme d'apprendre à conduire. Au départ, il faut tout apprendre. Chaque détail compte. Chaque détail va demander de l'attention. Mais rapidement, ça devient automatique et naturel. Alors je sais que pour un enfant qui est autiste, il peut être particulièrement difficile d'adopter une alimentation saine et équilibrée, surtout si votre enfant a une sélectivité alimentaire et surtout s'il refuse de manger des fruits et des légumes. Mais aujourd'hui, on ne va pas pouvoir aborder le thème de la sélectivité alimentaire parce que ça pourrait prendre des heures et c'est pas le sujet de ce live. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je peux organiser un live sur ce thème. Vous pourrez me l'écrire en commentaire. Voilà, j'ai terminé la présentation. Et maintenant, je vous invite à poser toutes vos questions. Caroline, je voudrais savoir, parce qu'avant, mon enfant, il mangeait beaucoup de légumes. Oui. Maintenant, il en mange pas beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il a changé. Parce que souvent, je lui faisais ça à la vapeur j'accompagne avec des nuggets ou des fois du poisson, du saumon et trucs. Même hier, je l'ai mis, mais il n'a mangé que le poisson. Il en mange rarement actuellement. Tu vois, l'alimentation, c'est comme j'expliquais dans la présentation, c'est un cercle vicieux. Plus tu vas proposer des aliments inadaptés avec des aliments adaptés, plus l'enfant va aller vers les aliments inadaptés. C'est un peu comme de la drogue, si tu veux. Tu vois, un drogué, il va commencer à prendre... alors moi, je ne sais pas parce que je me suis jamais droguée, mais on voit et on entend souvent qu'on commence par une piqûre d'héroïne pour tester. Et puis, petit à petit, on en veut une autre, et puis une autre. Et après, le corps ne veut que ça pour pouvoir avancer. Ça fait le même effet. Une alimentation inadaptée joue comme de la drogue au niveau du cerveau. Agit comme de la drogue au niveau du cerveau. Donc ton enfant, si tu lui as donné en parallèle une alimentation inadaptée, c'est celle qui va prendre le dessus sur l'alimentation adaptée.
Et donc après, tu rentres dans un cercle vicieux. Et plus l'enfant grandit, plus il va vouloir sa dose d'alimentation inadaptée. D'accord. Je disais, j'écrivais la réponse à Madame Diallo que, en fait, les enfants, quand ils sont petits, ils mangent bien les légumes, mais à un moment donné, paf, c'est parti. Mais peut-être aussi, c'est parce que à un moment donné, ils commencent à goûter les chips, ceci et cela, et qu'ils n'en veulent plus des légumes. Ça, c'est pratiquement tous les enfants, qu'ils soient autistes ou pas autistes, ils sont tous pareils. C'est pour ça que dans le programme, il y a une alimentation complète, mais délicieuse, de manière à faire que l'enfant, il n'ait pas envie d'avoir des choses qu'il aime, qui ne sont pas adaptées pour lui. Ouais, maintenant, ma fille va avoir 20 ans, donc mais je lui en parlerai. D'ailleurs, je lui en avais parlé, même pour la question, par exemple, que c'est une fille, et on sait, nous, on est entre filles, comme on dit, on sait que, par exemple, tous les mois, c'est compliqué avec les règles et tout ça. Et j'avais compris que l'alimentation aussi jouait là-dedans. Ah oui. Ouais, parce que si qu'il fallait adapter un peu l'alimentation de manière à ne pas sentir autant de douleur et tout, alors, et que ça se passe mieux. Tu fais bien de souligner parce qu'on n'en parle jamais. Est-ce que vous savez pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Parce qu'elles ont... J'avais lu que c'était, par exemple, parce que les hommes, souvent, ils se bagarraient aussi. Donc, ils se mettaient dans des bagarres. Non, ça c'est parce que les femmes ont des règles. Et qu'est-ce que permettent les règles? Elles permettent, bien sûr, l'ovulation... De nettoyer le corps, c'est ça? D'évacuer les toxines. Et donc, quand le corps est trop intoxiqué en toxines, on a des règles douloureuses. Donc, mais la perte de sang tous les mois, ça apporte aussi l'anémie, par exemple. Hein. Non. On perd. Non, parce que si tu as une alimentation, moi j'en avais. Si tu as une alimentation adaptée, la perte de sang est très vite rééquilibrée par l'alimentation adaptée que tu vas prendre en parallèle. Donc le corps il se rétablit très vite, hein, puisque naturellement on est fait pour avoir des règles et pour avoir un corps équilibré. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, on n'est pas vraiment fait pour avoir les règles, mais pour avoir des enfants. On a les règles parce qu'il n'y a pas eu l'enfant. Si tu veux. C'est l'expulsion, mais bon. Marie-Yvette, est-ce que tu as... Ah oui, Marie, vas-y. D'ailleurs, il y avait un docteur qui disait que la femme n'était pas faite pour saigner tous les mois. C'était pas bon pour elle. Ah ben, tu vois, c'est bien pour ça qu'on vit plus longtemps. Donc moi, je pense que c'est hyper bon d'avoir nos règles. Et c'est super important de les avoir le plus longtemps possible et de surtout pas les arrêter. Hein, c'est intéressant. C'est le cycle naturel de la femme. Bon, je l'ai. Marie-Yvette? Oui. Pardon, Marie-Claude. Alors, donc, moi, je voulais dire, je suis contente un petit peu d'entendre tout ça, Caroline, parce que jusqu'à présent, on ne faisait pas vraiment attention à l'alimentation. Quand on découvre l'autisme de l'enfant et quand on n'a aucune connaissance au départ, on est perturbé, on ne sait pas quoi faire, on a du mal à gérer cette hyperactivité, cette colère, ce qui fait qu'en plus, le plus souvent, l'enfant a des sélections alimentaires. Donc, il réclame toujours la même chose, il veut toujours la même chose, et quand on lui donne ce qu'il nous demande, on a un moment de paix et de tranquillité. Donc, on se dit, ok, on va lui donner ce qu'il veut. Et finalement, on se rend compte, son état n'est toujours pas bien, il est toujours hyperactif, et c'est la cata, quoi, c'est la cata. Et après, au fil du temps, quand on commence à se stabiliser, qu'on a rencontré des professionnels, ils nous ont expliqué un petit peu tout ça, qu'on commence à mettre les choses en place, on se rend compte que finalement, ces sélections alimentaires qu'il avait, il peut passer il peut faire autre chose, il peut manger autre chose, mais c'est nous qui avions peur, qui ne savaient pas comment passer d'un état à l'autre. Marie-Claude, tu as parfaitement résumé le parcours que l'on peut avoir avec notre enfant. Parce que ce qu'on veut beaucoup, c'est avoir la paix, effectivement, et qu'on est prêt à tout pour avoir la paix. Mais c'est pas forcément le bon chemin. Non. Oumou, tu voulais t'exprimer ?
Faut mettre le micro, Oumou. Ah, excusez-moi. Je voulais savoir, Caroline, par rapport au comportement de l'enfant. Si, par exemple, il améliore beaucoup son comportement, ça risque de changer au futur ou bien ça continue à s'améliorer? Parce que il y a d'autres qui disent, les docteurs disent souvent que l'autisme reste, ça va jamais se guérir. Je peux témoigner pour mon fils que j'avais un enfant qui était comme une bête sauvage, qui a parlé très tard, qui a été propre très tard, et jamais on n'aurait cru qu'il puisse être autonome, jamais. Et puis, il faut savoir que moi, j'ai été formée par un ancien autiste profond qui est complètement sorti de l'autisme. Donc, bien sûr que ça existe de sortir de l'autisme. Tout est possible. Ok. Parce que moi, mon enfant, il est totalement autonome. Il est même plus serviable que ses frères. Il aide, il facilite les choses. Quand il s'agit de s'habiller, il est le premier à être prêt par rapport à ses grands frères. Il est toujours sur le point. Vraiment, il me fatigue peu. Tout son problème, c'était parler et par rapport à ses crises à l'école, à son comportement. Mais ça aussi, ça s'est beaucoup amélioré maintenant. Ok. C'est pourquoi le vendredi prochain, j'irai à l'hôpital pour le feedback de son diagnostic par rapport à ce qu'ils ont, pour savoir qu'est-ce qu'il a. Ça serait le 14 de ce mois-là. Maintenant, mon inquiétude, c'est de savoir si ça peut changer après. Parce qu'actuellement, si je ne te dis pas qu'il a un souci, tu ne peux pas y croire. Ça s'appelle un handicap invisible. Ok. Donc, après, il faut voir. Alors, juste, je vais intervenir. Tu gardes tes questions, Oumou. Je veux juste dire qu'il y a Sabria qui nous dit que il lui semble que son fils présente des problèmes d'alimentation. Dernièrement, il a perdu 3 kilos et elle est à la recherche de la cause. Pour son alimentation, elle fait de son mieux pour lui présenter une alimentation saine. Il ne prend pas du tout des produits laitiers. Le pain, si, il adore. Il mange beaucoup de riz ces derniers temps. Alors, riz, c'est gluten. On arrête le riz, hein. C'est un dérivé du gluten qui contient les molécules du gluten qui s'appelle la gliadine. Les légumes, il en prend à la faveur avec de l'huile d'olive. Pour les fruits, il n'aime pas trop. Voilà, bah, Sabria, ton enfant a clairement une sélectivité alimentaire qu'il faut régler. Vous devez régler la sélectivité alimentaire de vos enfants pour passer à une alimentation équilibrée. Sinon, c'est impossible. Vous n'arriverez pas à faire des progrès. Vous serez dans la frustration la plus totale de voir votre enfant qui n'arrivera pas à avancer. Oui, effectivement, parce que, tu sais, depuis le départ, on ne s'est pas du tout attardé sur l'alimentation. On s'est occupé de plein de choses, de mettre plein de choses en place pour essayer de mieux comprendre l'autisme, avoir plus de connaissances sur d'autres sujets, mais pas du tout l'alimentation. Et bien sûr, tout ce que tu dis est vraiment très intéressant et on se rend compte que vraiment, il faut passer par là. Parce que bon, au début, Gabriel, il avait ses sélections alimentaires. Lui, ce qu'il mangeait, alors voilà, ça se résume en 3 trucs. Lui, il aimait les chips, les pâtes, les gâteaux. Comme le mien. Tout ce qui est vraiment mauvais pour lui. Voilà. Et comme je te dis, nous, au départ, on était tellement déboussolés, on savait même pas quoi faire. Et quand on voyait qu'il quand même acceptait de manger un petit peu ce qu'il demandait, on lui donnait parce qu'à un certain moment, il ne voulait plus manger du tout. Voilà. Donc, mais maintenant, on se rend compte que comme Gabriel commence à trouver un peu son calme et tout, Gabriel est capable de manger un peu de tout. Maintenant, il adore les fruits, il adore plein de choses qu'on cuisine et qu'il aime maintenant. Donc, on se rend compte qu'on peut vraiment passer à autre chose et lui donner ce qui est bon pour lui. Alors, il y a ça. Effectivement, l'alimentation est un point central, mais il faut savoir que chez les autistes, il y a quand même un fort pourcentage qui ont un problème avec le foie. Donc, il faut régler le problème des intestins, du foie, de l'alimentation. C'est quand même une globalité. Et après, il y a aussi le comportement. Comment agir de manière à améliorer, faire qu'il ait envie de participer, faire qu'il ait envie d'avancer. Et tout ça va être aussi le comportement. Donc, l'autisme, c'est pas seulement une seule chose qui va faire que ça va tout faire. C'est l'association de l'alimentation, du nettoyage du corps, la manière dont on va gérer nos émotions, la manière dont on va gérer leur comportement qui va faire que l'enfant peut faire énormément de progrès. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Tout ça marche ensemble. Hein. Mais au fur et à mesure, on se rend compte parce que là, Gabriel, il a 8 ans.
Et c'est là justement qu'il commence à rentrer dans l'apprentissage et qu'il commence à changer et à être plus calme, à s'asseoir, à rester en place. Alors avant tout ça, c'était impossible. D'accord. Donc ça doit jouer aussi par rapport à l'alimentation. Et d'ailleurs, Sabria m'écrit, oui, beaucoup. Il me semble que c'est le principal problème de mon fils puisqu'il ne fait pas de progrès. Effectivement. Et puis après, bon, il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé mais qui est super importante, c'est l'évacuation. L'évacuation, j'entends la constipation. Donc là aussi, je vais Gabriel est constipé par contre. On a des problèmes avec Gabriel sur la constipation. On ne sait pas encore comment gérer encore la constipation. Ça vient avec l'alimentation. Ça vient aussi avec, comment dire, la constipation freine toute l'évolution. Clairement. Mon fils ne paraît sélectif, il ne refuse pas toute l'alimentation. Bah, tant mieux, Sabria, ça veut dire que tu vas pouvoir lui faire évoluer sur beaucoup de choses. Bonjour Caroline. Je m'appelle donc Caroline, j'ai un enfant de 3 ans qui a de l'autisme et qui ne parle pas. Et qui a beaucoup de problèmes justement au niveau de l'alimentation. Il est très sélectif au niveau des légumes, il a des digestifs, il a des selles très mauvaises depuis sa naissance, depuis le début, un liquide pâteuse. Et j'ai beaucoup de peine à arriver au bout de toutes ces difficultés. Donc là, je parle juste de l'alimentation, voilà. Ouais. Et puis, on a beaucoup d'autres qui se rajoutent du fait de l'autisme, voilà, comportemental, etc. Donc déjà, j'ai dû me connecter en retard, je suis désolée. C'est pas grave, mais tu vas pouvoir réécouter la conférence qui va t'apporter énormément d'éléments. Oui. Et comme je disais juste avant que tu arrives, l'alimentation, en fait, l'autisme, ne se réduit pas qu'à l'alimentation. Il y a aussi la prise en charge des selles. Comme je disais, la plupart, on va dire 99%, ont un problème avec le foie qu'il faut régler également. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la part émotionnelle. Comment on agit avec notre enfant, ça, il faut apprendre à avoir les bons outils pour leur donner envie de se dépasser. Donc, il y a 3 choses. Il y a le nettoyage du corps humain, il y a l'alimentation, et il y a le côté émotionnel. Et avec ces 3 choses, on va pouvoir soit faire une sortie d'autisme, soit pouvoir lui faire des bonds de géant. Super, très bien, oui. Voilà. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je ne l'ai pas tiré de mon chapeau. Vous avez compris, enfin Marie-Claude qui était présente, tu as compris que c'est sourcé scientifiquement. Et donc, c'est solide maintenant, les preuves en sont. Par contre, tous les professionnels de l'autisme, hélas, ne se tiennent pas informés de ce qui peut se passer. Donc, il y a encore des vieux procédés qui sont des vieilles prises en charge. Quand je dis vieilles, c'est-à-dire inutiles, et qui font que ça rassure le parent, mais qu'on ne voit pas tellement de progrès chez les enfants. Et ça, c'est bien dommage. Donc, je vous promets que je vais faire un live sur la méthode ABA vs la méthode de l'Académie de l'autisme, j'ai envie de faire un live sur la constipation, sur la sélectivité alimentaire, bref, sur plein de choses. Donc comme ça, vous serez bien informés. Ce qui est important, c'est de s'informer. Par contre, dans les lives, ça vous donne des pistes. Maintenant, si vous voulez vraiment mettre les choses en place, il va falloir un accompagnement. Marie-Claude, tu peux t'exprimer maintenant. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos sur ton groupe, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller dessus. Mais il y a des trucs super intéressants. Je vais y aller à mon rythme, doucement. Exactement. Et je suis sûre que je vais apprendre énormément de choses. Un pas après l'autre, vous allez dans l'onglet guide. J'ai mis énormément de choses. Ok, guide, je note. Onglet guide. En fait, sous le bandeau de la photo du groupe, vous avez un menu horizontal. Oui. Dans lequel il y a marqué guide. Et quand vous cliquez dans guide, il y a plein de sections. C'est comme si c'était un site complet. Il y a énormément de choses dedans. Ok. Donc Caroline, sache que l'autisme, c'est multifactoriel. Moi, personnellement, pour mon enfant, c'est dès la naissance que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Moi, je te félicite d'aller dans ce sens-là. Parce que souvent, Merci. quand on a les professionnels, quand on a des difficultés, on va les voir. Ils nous expliquent pas trop comment ils font pour travailler avec notre enfant. Mais finalement, ils veulent bien que nos enfants restent dans leurs difficultés. Parce qu'ils nous donnent pas vraiment les Tu sais outils comme pourquoi toi. Tu sais pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant autiste. Et parce que Ça aussi. Oui, quand tu as un souvent, enfant moi, je autiste, dis- tu as envie d'avoir les outils à la maison pour savoir comment faire. Et en fait, Exactement. mes programmes d'accompagnement, en comparaison, enfin, j'aime pas comparer, mais en fonction de ce que l'État propose, c'est que l'État propose une solution où on emmène l'enfant. Moi, je sais que déjà de le sortir de la maison, c'était la grosse galère. Il fallait amener l'enfant chez le professionnel et j'allais le rechercher. Mais j'étais rassurée, je me suis dit, il y a au moins des gens qui s'occupent de lui. Par contre, à la maison, c'était l'enfer. Et j'étais tellement démunie que je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, mon programme, mes accompagnements sont faits pour autonomiser le parent qui reprenne son pouvoir de parent. C'est ça qui est génial. Je te dis, moi, souvent, quand on allait voir les professionnels, moi, à certains moments, je leur ai dit, écoutez, vous avez des compétences théoriques, mais vous n'avez pas d'enfant autiste. Vous ne vivez pas avec un enfant autiste 24 heures sur 24, vous ne pouvez pas savoir ce que nous, on a compris, ce que nous, on a remarqué. Je dis, si vous voulez qu'on avance, il faut avancer ensemble. Il faut écouter ce qu'on vous dit, et nous aussi, on vous écoute. C'est comme ça qu'on avancera. Moi, ils m'ont jamais guidée à la maison et j'avais un éducateur à un moment donné qui est venu, mais jamais on m'a dit, tiens, ce serait bien si tu faisais comme ci ou comme ça, ou jamais. Jamais. Moi aussi. Donc Moi aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment nouveau ce que tu nous proposes et très enrichissant d'ailleurs. Merci Marie-Claude. C'est ce qui me guide ma vie. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager avant qu'on s'arrête? Moi, j'avais essayé le régime GAPS parce que j'ai lu beaucoup de choses. En fait, il faut savoir que les bons enrichissements sur l'autisme, et j'ai vu que franchement, c'est bien ce que tu fais comme programme parce que tu reprends justement tous les apports que l'étranger nous donne parce que finalement, à l'étranger, il y a Natasha Campbell-McBride avec son régime GAPS. Alors, elle a guéri ses enfants d'autisme. Je vais te couper. Le régime GAPS, je l'ai testé aussi et je l'ai trouvé très contraignant et j'ai pas vu de vrais résultats. Non, moi, j'y suis pas arrivée. Voilà. Et j'étais très très malheureuse après parce que elle dit bien qu'il faut prendre ses enfants très jeunes, il faut faire ce régime vraiment très dur et qu'après on les récupère et tout. Et moi, j'ai pas réussi, je me sentais pas bien. J'ai dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Faut savoir qu'il y a des solutions très simples qui existent. Ouais, sur la nourriture, c'est vrai que si on n'intervient pas sur la nourriture, qui est le premier médicament, c'est pas évident en fait. Et mon fils, on évite le gluten, on évite maintenant le riz, le maïs, Super. On évite le lait, et en fait on se dit mais qu'est-ce qui reste? Et c'est pas facile. Et après il y a les patates, est-ce qu'on peut donner des pommes de terre? Je me suis posé la question, non on peut pas. Le problème des pommes de terre, c'est qu'il y a de l'amidon et que l'amidon, ça va faire comme du gluten. Donc, j'ai oublié de citer, mais quelque chose de très important. Hippocrate a dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ta seule médecine. Tu vois, jusqu'ici, on nous a toujours dit on est autiste et on meurt autiste. Il n'y a pas de possibilité de changement, d'amélioration, de tout ça. Donc, ça nous faisait un peu peur, tu vois. Mais nous, quand même, avec notre positivité, notre façon d'être, on s'est dit, écoutez, il n'y a que nous... si nous croyons en notre enfant, nous avons les possibilités d'atteindre un bon niveau avec lui. Donc, ne nous mettons pas de barrière et avançons. On verra bien où ça nous mène. Tu vois, les médecins, la plupart, ne croient pas en la voyance et aux médiums. Mais par contre, ils se prennent pour des voyants et ils se prennent pour des médiums. Parce qu'ils vont dire, c'est impossible de sortir de l'autisme. Mais qu'est-ce qu'ils en sont? Ça veut dire qu'ils font de la voyance. Exactement. Moi, je suis pas d'accord. Je partage ton point de vue tout à fait. Hein. Oui. C'est à nous, nos possibilités, nos croyances, tout ce que l'on veut. Nous, on voit
quand notre façon d'agir, on voit que c'est positif et on voit que ça fait avancer et on voit qu'il y a du changement. Il y a vraiment du changement. Jamais on n'aurait pensé que Gabriel était capable d'évoluer aussi rapidement. On trouve que son évolution, ça nous encourage. Hein. Quand on nous a dit c'est un autisme élevé, il pourra pas parler, il pourra pas faire ci, il pourra pas faire ça, on voit qu'il est capable de faire beaucoup de choses et qu'au fil du temps, on le voit changer. Après, tu vas revenir voir les spécialistes en disant « Hé, mon fils, trouvez-lui son autisme. » C'est vrai, hein, quand les gens ne connaissent pas et quand on le voit, il est tellement joyeux, tellement affectif et tout, on se dit « Mais il est autiste, cet enfant, mais on ne le voit pas. » Voilà. Je suis ravie d'avoir fait ce live avec vous. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Et je vous embrasse bien fort avec le cœur. Oui, merci énormément, merci. Et merci on se dit à très vite dans le groupe. Allez. Bonne journée à vous, bonne continuation. Merci. À la prochaine. Au revoir, merci beaucoup. À la prochaine.